Si vous êtes en quête d'un nouvel écran gaming mais que vous êtes un petit peu perdu parce qu'aujourd'hui il existe de nombreuses technologies, références, marques, modèles et dalles, pas de panique, c'est normal. Quand on baigne pas là-dedans, c'est très facile de s'y perdre et c'est pour cette raison que je publie régulièrement sur ma chaîne du contenu pour vulgariser d'une part ces nouvelles technologies, revenir sur les annonces des constructeurs et de temps en temps aussi tester des produits pour voir concrètement ce que ça donne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le reste de mes vidéos. Pour aujourd'hui en revanche, on va se concentrer sur une sélection qui est personnelle. J'ai choisi 10 écrans de 100 à 350 euros. C'est exclusivement du gaming, il n'y a pas d'écran de design, de photo, télétravail ou autre, on est vraiment là pour le gaming pur. Pour ça, tous les liens sont dans la description de cette vidéo et je vais vous rediriger vers mon site noixdecitron.tech, j'ai pas été chercher très loin pour le nom, dans lequel j'ai publié régulièrement des articles et c'est d'ailleurs un de ces articles sur lequel je vais me baser aujourd'hui pour illustrer cette vidéo et vous donner quelques petits conseils. Comme je vous le disais, j'ai essayé de varier aussi les modèles, les gammes, les références pour éviter sur 10 articles d'avoir 5 fois la même marque ou au contraire 5 fois le même produit que j'ai déjà présenté dans ses précédents formats, format que je fais régulièrement justement pour revenir de manière soit mensuelle, soit trimestrielle, soit en fonction de vos besoins, quand j'ai pas mal de messages d'abonnés à ce sujet, pour vous donner ces fameuses références. Aujourd'hui, on va donc commencer avec l'écran qui sont triés du moins cher au plus cher, Asus TUF Gaming VG259Q5. Ah mais c'est quoi ces noms? Je vais arrêter de prononcer les noms, ok? On va juste s'arrêter sur le nom de la marque, c'est plus pratique. On a ici un écran qui est plutôt dédié à du FPS un petit peu compétitif, du moins du compétitif sur du très petit budget, 109 euros. J'ai pas trouvé moins cher en termes de bon rapport qualité-prix. On a donc là une dalle de 25 pouces en 1080p avec du Fast IPS 200 Hz et compatible FreeSync G-Sync. Il n'y a pas de certif HDR du tout dessus, il y a forcément des concessions à faire quand on est sur un petit budget. C'est un bon écran, on va dire, dans cette gamme de prix. C'est pas forcément une bonne idée si c'est un écran intéressant que vous souhaitez avoir en moniteur secondaire. 1080p en 25 pouces, même du 24,5 pouces si on fait un arrondi, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que vous verrez les pixels. Pour jouer, ça va. En vrai, c'est ok tiers, surtout dans ce budget. Mais si c'est pour afficher Discord ou lire du texte en permanence, avoir vos mails ou autres, ou des pages web pendant que vous jouez sur moniteur secondaire à plus de 60 Hz, c'est un petit peu grossier, mais si le sujet de la densité de pixels ne vous parle pas trop, j'ai une vidéo entière là-dessus qui vous explique pourquoi le 1080p au-delà de 20-21 pouces, ça peut être un peu juste pour travailler, donc n'hésitez pas à aller la voir. À côté de ça, ça reste un excellent rapport qualité-prix, surtout dans ce budget de 109 euros. La référence suivante, le petit MSI qui est ici, alors lui je l'aime bien parce qu'il n'est pas beaucoup plus cher que l'Asus précédent, il est à 159 euros et pour 50 euros d'écart vous avez un écran qui est compatible HDR. Alors attention, il n'y a pas de grande certif, il n'y a pas de mini LED, c'est pas de l'OLED non plus. On est sur une dalle également rapide IPS, un petit nom différent pour le Fast IPS, toujours en 1080p et 25 pouces, mais on passe de 200 à 300 Hz. Là, ça commence à devenir vraiment intéressant si votre PC est déjà capable de vous délivrer plus de 300 images par seconde et de manière stable et constante. Donc pour des jeux genre, je sais pas, du League of Legends, si vous aimez bien avoir quelque chose qui est très fluide, c'est ok, mais c'est surtout pensé pour du Counter-Strike, du Fortnite, du Valorant, où les jeux vous avez vraiment envie d'avoir une fluidité maximale avec un tout petit budget. Sachant qu'à l'habitude des MSI, les moniteurs sont aussi optimisés pour les consoles. Donc si vous avez une petite PS4, PS5, certes c'est pas l'écran le plus adapté, mais en complément d'un PC, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va avoir un petit peu plus cher le Cooler Master qui est juste ici, qui est en vrai plutôt intéressant. On est encore un peu plus cher, comme je vous disais, c'est du moins cher au plus cher, il sera à 171 euros. En revanche, pour ce prix-là, on commence à avoir des choses vraiment intéressantes. Déjà, on quitte les formats à 25 pouces, là on est sur du 27 pouces, en 180 Hz avec une dalle Fast IPS et surtout de la QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels. Certifié là aussi FreeSync G-Sync compatible, il a ce petit avantage, on va dire, d'avoir du HDR 400. Alors, attention, je vois tout de suite venir les puristes de l'HDR, parce que j'en ai quelques-uns sur mon Discord, mais je les adore, donc j'aime bien les taquiner un petit peu. C'est du HDR de dalle LCD avec un rétroéclairage standard. C'est pas du mini LED, donc vous n'aurez pas un effet waouh dans le HDR. En revanche, ça implique que vous ayez une dalle relativement lumineuse. Donc si vous avez une fenêtre à côté de vous,
cet écran-là sera quand même un peu plus lumineux que les deux autres références d'avant et il sera un peu plus confortable dans ce genre d'environnement. À côté de ça, on a aussi une couleur, du moins une colorimétrie un petit peu meilleure, parce qu'on est sur une dalle un tout petit peu plus haut de gamme que les précédentes, avec un espace colorimétrique couvert à 95% pour le DCI P3. Ça en fait pas une dalle photo ni design ni graphique, mais en vrai, pour 171 €, si vous n'avez pas envie de jouer en 1080p ou en 25 pouces, c'est un excellent rapport qualité-prix. Si toutefois vous préférez une marque entre guillemets un petit peu plus connue, parce que c'est vrai que Cooler Master n'est pas très connu pour sa division écran, il y a Alienware, une marque que j'affectionne tout particulièrement, et paradoxalement une des marques avec laquelle j'ai jamais travaillé du tout, alors que j'ai dû tester 4 ou 5 écrans différents de leur marque sur ma chaîne, tous des écrans que j'ai achetés de ma poche, parce que vraiment c'est une marque avec laquelle j'ai toujours une bonne expérience. Donc si vous avez envie d'une fiabilité, mais surtout de très bons réglages en sortie d'usine, cette référence-ci d'Alienware est vraiment intéressante. Un peu comme Cooler Master, 27 pouces, QHD, HDR400, 180 Hz, FreeSync, G-Sync, on est plus cher. On passe à 234 €. Donc là, il y a déjà un gap qui commence à être un peu plus conséquent. En revanche, HDMI 2.1, ça c'est intéressant, en particulier si vous voulez jouer avec une PS5 à côté de votre PC, et il y a aussi deux ports USB-A, chacun à 5 Gbps par seconde, c'est l'USB 3.0 concrètement, mais ça peut être pratique si vous voulez brancher des petits périphériques en plus. Voilà, rien de bien particulier à dire non plus là-dessus, puisque c'est similaire au Cooler Master qui est là, mais si vous avez envie de couleurs très cool en sortie de boîte et que vous n'avez pas de son ni rien, celle-ci est chouette. Juste après, en revanche, on va s'y arrêter quelques instants de plus. Cette référence de Gigabyte est vraiment intéressante et c'est en toute franchise mon petit coup de cœur de cette sélection. Je vous le disais tout à l'heure, on a le Cooler Master qui couvrait 95% du volume DCI P3, ce qui est bien, c'est même très bien surtout dans cette gamme de prix. Il y a pas mal d'écrans qui sont plutôt dans les 85 à 90%. Donc on a vite fait de les trouver relativement ternes en fonction de ce que vous aviez avant. Là, on est à 99% de couverture du DCI P3, donc au-dessus l'Alienware, au-dessus le Cooler Master d'avant. Il peut même monter à 150% du sRGB. Qu'est-ce qui permet ça ? C'est la petite mention QD que vous avez ici qui indique que l'écran embarque la technologie QD, soit Quantum Dot de Samsung Display. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu passer, notamment dans les écrans OLED. On entend souvent parler de QD OLED. C'est quasiment la même chose, c'est la même technologie de point quantique de Samsung Display. Ce qui est intéressant, c'est que c'est habituellement MSI qui sortait des écrans avec cette technologie-là, parce que c'est un peu pénible à intégrer dans des dalles comme celle-ci. Et étonnamment, Gigabyte vient de sortir une toute nouvelle référence avec cette tech, et c'est très cool. Vous avez des volumes de couleurs qui sont considérablement supérieurs dans les rouges et dans les verts, sans être fluo toutefois, mais si vous avez envie d'avoir un écran qui est pétant, avec des couleurs qui sont très vives, pas sursaturées, ça reste cohérent, on va dire. C'est un très bon écran, un très bon choix. En plus de ça, on a du 27 pouces QHD, donc 2560 par 1440, FreeSync, G-Sync, du KVM, il n'y en a pas sur tous les écrans, ce sera d'ailleurs inutile pour très certainement la plupart d'entre vous. En gros, c'est que l'écran peut être utilisé, du moins les périphériques, clavier, souris peuvent être utilisés avec deux appareils différents en même temps. Il faut avoir aussi deux ordis en même temps. Pas le cas de tout le monde bien entendu, mais sachez que ça existe. À côté de ça, on va avoir de l'HDR400 avec la même technologie que les écrans précédents, c'est-à-dire que le Quantum Dot n'aura pas d'impact sur la luminosité, il en aura sur les couleurs. Donc pareil, un moniteur qui est très intéressant si vous êtes à côté d'une fenêtre ou dans un environnement relativement lumineux, que vous-même vous êtes habitué à avoir des écrans lumineux justement. Donc rien que pour cette technologie Quantum Dot qui en plus est à 239 € TTC, donc c'est pas beaucoup plus cher que l'Alienware, c'est hyper intéressant. Pareil, Gigabyte, j'ai souvent entendu des gens dire ouais mais bon, je connais pas trop, ça m'intéresse pas. C'est pas parce que vous ne connaissez pas une marque qu'elle est mauvaise. Alors, on concède bien sûr un petit peu de bon sens. Si c'est une marque, c'est la première fois de votre vie que vous la voyez sur le marché, vous avez trouvé aucun test sur YouTube, rien, même sur Reddit, il n'y a que quelques posts obscurs, ok, là c'est légitime de se poser des questions. Des marques comme Gigabyte, MSI, LG, Alienware, c'est des marques qui sont là depuis très longtemps et qui sont assez bien implantées dans notre domaine occidental, donc en vrai, pas de panique à acheter ce genre de produit. Et si jamais vous avez des questions, un petit tour sur mon Discord, n'hésitez pas à les poser, on prendra le temps d'y répondre. En revanche, référence suivante, un peu plus cher, on passe donc de 239 € TTC pour le Gigabyte à 248 € pour le LG. Là c'est très différent. Je vous ai dit que le Gigabyte, il embarquait la tech QD de Samsung Display. Si vous connaissez pas trop le lore des écrans, il y a deux grandes entreprises dans le monde, il y en a plus, mais il y en a deux grandes qui se tirent la bourre un petit peu. Il y a LG Display et Samsung Display.
c'est différent de LG et Samsung, c'est vraiment les divisions écran d'LG Display, Samsung Display. Ils produisent différentes technologies de dalle, de l'OLED comme de l'IPS ou du VA par exemple, chacun avec leur propre technologie. Le nano IPS, c'est une technologie propre aux dalles LG, que LG qui peut avoir ça. Ça peut arriver que des marques tierces en embarquent. Par exemple, j'ai testé des Alienware qui avaient des dalles nano IPS. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez un volume de couleur 35% supérieur, et c'est pas rien, aux dalles IPS standard. Ce qui est hyper intéressant si en parallèle d'une petite activité gaming que vous avez pour le plaisir, vous aimez bien aussi un petit peu faire de Photoshop, des petites miniatures pour des vidéos YouTube, faire un petit peu de stream, des petites photos à droite à gauche en photo amateur. Là, il est pas mal. Les couleurs d'origine et d'usine sont intéressantes, mais dans tous les cas, si jamais la photo est une passion pour vous, rien ne vous empêche de vous choper une petite sonde de calibration que vous pouvez trouver d'Ocas par exemple, et le passer à la sonde, ça marche très bien. À côté de cette dalle nano IPS qui offrira des couleurs plus intéressantes, on aura une dalle HDR400 de 27 pouces en 2560 par 1440. Donc là, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Si vous cherchez un produit qui est très coloré, peut-être, entre guillemets, peut-être un petit peu moins artificiel que le QD, dans la mesure où c'est que certaines nuances qui sont un petit peu plus élevées que d'autres, même si ça reste ma grosse préférence perso. Mais si vous cherchez un rendu plus naturel, plus neutre, plus adapté à du traitement d'image, en parallèle du gaming bien entendu, cette petite référence d'LG est hyper intéressante. Là, en revanche, il y a une autre référence de Gigabyte. Alors, je sais qu'en début d'article et de vidéo, je vous ai dit que j'aimais bien varier les marques, mais là, pour le coup, pour le tarif, c'est quasiment ce que j'ai trouvé de mieux, du moins dans les marques connues, si on exclut les KTC, les Kurui et autres. La plupart du temps, les écrans 4K de 27 pouces qu'on trouve sont à 60 Hz. Et non, 60 Hz, aujourd'hui, il faut arrêter. Même pour un moniteur secondaire, c'est nul. Aujourd'hui, on a là, comme ici, un écran 4K de 27 pouces, 160 Hz, 259 €. Il y a moins cher, mais j'ai pas trouvé mieux que cette référence-là dans ce prix-là. Avec de l'HDR400 et un revêtement mat, c'est un super écran, que ce soit pour un moniteur secondaire, pour avoir votre replay de stream, les commentaires, pour lire Discord, du web, du télétravail, tout ce que vous voulez. Parce que 4K en 27 pouces, non, c'est pas inutile. J'ai aussi une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Ça permet d'avoir une densité de pixels qui est considérablement supérieure et d'avoir une image qui est ultra net. Donc ça peut être aussi un très bon écran si vous avez un mix, c'est-à-dire la journée du télétravail et le soir du gaming, mais que vous n'avez pas envie, pas la place d'avoir deux moniteurs différents. Si votre PC est capable d'enchaîner la 4K, allez-y, faites-le. Surtout qu'aujourd'hui, avec le FSR, le DLSS et les nouvelles technologies, surtout pour des RPG, MMORPG, MOBA, ok, ça rajoute un peu de latence, mais pour ce genre de jeu, c'est pas trop gênant. Donc là-dessus, en parallèle de cette dalle 4K 27 pouces 160 Hz, on aura de l'HDR 400, et pas grand-chose de plus à dire, parce qu'on a fait le tour des caractéristiques, mais c'est un excellent écran si pour vous, vous avez envie de privilégier l'image la plus nette, la plus fine et la plus détaillée possible. Ensuite, on va changer. C'est assez rare que je recommande ce genre de technologie. Mais il y a cette référence de Philips qui est intéressante parce qu'elle embarque une dalle Fast VA. C'est un peu différent du VA classique pour lequel je ne suis pas trop fan. Les couleurs sont pas terribles. Dans tous les cas, le VA, c'est pas terrible à ce niveau-là. C'est beaucoup plus contrasté en revanche que l'IPS. On est 4 fois plus contrasté aujourd'hui avec les dalles modernes. En gros, pour faire simple, un écran IPS, on est sur un ratio de 950 voire 1000 pour 1. Sur un écran VA, on est plutôt dans les 3000 à 4000, et sur cette référence-là, on est à 4000 pour 1. Donc les images sont extrêmement contrastées. Pas forcément très saturées en termes de couleurs, mais très contrastées. Il n'y a pas non plus les petits soucis de fuite de lumière entre guillemets, ou des petits halos de lumière que vous avez sur les côtés comme les dalles IPS, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Mais ce qui fait que cette dalle est intéressante, vous l'avez peut-être vu, il a une tête un peu différente dans ce que peut avoir à côté, c'est un écran 21/9. Et est-ce que j'aurais pas fait une vidéo sur le 21/9 justement? Bah si, ça tombe bien. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes curieux de ce format. Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'il peut y avoir des contraintes, des avantages, des inconvénients? Parce que c'est très long à expliquer et je vais pas le faire aujourd'hui. Donc à côté de ça, on a ce ratio 21/9 en 34 pouces. Ça veut dire 3440 par 1440 au lieu des 2560 par 1440 des écrans 27 pouces. Donc on a la même hauteur, mais il est 33% plus large, ce qui permet justement d'avoir du contenu supplémentaire à l'écran. C'est plutôt intéressant dans les MOBA ou les MMORPG, parce que du coup déjà ça favorise aussi l'immersion, mais vous voyez aussi plus facilement sur les côtés, et donc les ennemis qui arrivent sur les côtés.
et ça c'est pas mal. Et la petite astuce que je peux vous donner, alors attention, c'est une astuce gaming, c'est pas du tout une astuce pour travailler l'image. Mais dans les réglages du logiciel de votre carte graphique, augmenter un petit peu la saturation, la colorimétrie, booster un petit peu les curseurs, ça pourra un petit peu compenser le fait que la dalle est un peu plus terne qu'une dalle IPS. Surtout si vous aviez avant une dalle nano IPS ou avec la technologie Quantum Dot comme le Gigabyte juste avant. Quoi vous dire de plus à part ça? Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que je vous ai dit qu'il était 180 Hz? Je sais plus. Il est 180 Hz, c'est pas mal. Il y a moins de ghosting, donc ces petites images fantômes quand on bouge rapidement la caméra. C'est pour ça que je vous le recommande, parce que c'est du fast VA encore une fois, et pas du VA. Donc n'hésitez pas, celle-ci, si vous avez envie d'un 21/9 incurvé à pas trop cher, il est vraiment pas mal. Ensuite, on va continuer de monter un petit peu en gamme. 282 € avec ce modèle de chez Asus. Pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a? Du G-Sync, du FreeSync, 27 pouces, QHD, 300 Hz. C'est bien plus que ce qu'on a eu jusque-là. Là où c'est intéressant, c'est que c'est du 300 Hz en Fast IPS, et comme on a du 27 pouces en 2560 par 1440, on a une densité de pixels normale, c'est-à-dire 109 de DPI, quand même mieux que les 90 qu'on avait sur les écrans de 25 pouces en 1080p. Mais là aussi, allez voir la vidéo à ce sujet si ça vous intéresse, vous comprendrez un petit peu mieux cette partie-là. Mais là, vous aurez ce que vous avez déjà peut-être habituellement et aujourd'hui. Donc la même netteté, la même qualité entre guillemets de précision dans l'affichage, sauf que vous avez de l'HDR400, 95% du DCI-P3, et comme vous avez du 300 Hz, c'est un écran qui est parfait pour profiter d'Apex Legends, parce que son moteur de toute façon est limité à 300 Hz, avec aussi du Rainbow Six Siege, Valorant, Fortnite, Counter-Strike, mais que vous n'avez pas forcément envie d'avoir ces dalles un peu ternes des écrans TN. C'est pour ça que j'ai pas mis d'ailleurs d'écran TN dans ce catalogue d'aujourd'hui. Mais ça, si vous n'avez pas envie de faire trop de concessions, c'est un excellent produit si vous avez envie d'avoir du 27 pouces. Et enfin, le dernier écran de cette liste, le ROG. On redescend un peu, on passe de 27 à 24,5 pouces, on retourne à du 1080p, sauf que cette fois, on passe à du 380 Hz. Toujours dans un budget un petit peu restreint, on est à 349 € de mémoire. Est-ce que j'ai mis le prix là? Non, j'ai pas mis le prix, donc je vais actualiser cet article à la fin du tournage. Mais il est hyper intéressant vraiment pour du tryhard. Il y a des technologies qui sont marquées là-dedans, qui vont maximiser la netteté dans les mouvements. Il y a le LMB par exemple, de l'HDR400, ce qui est plutôt intéressant aussi. Encore une fois, c'est pas du mini-LED, c'est pas de l'OLED, donc pas de claque graphique en HDR, mais ça promet quand même une dalle un peu plus lumineuse que les autres modèles qui n'ont pas d'HDR400 et qui ont plutôt dans ces cas-là une luminosité entre 300 et 350 nits. Si on dit 400, c'est justement pour le 400 nits. Plus le chiffre est grand, plus l'écran est lumineux. À côté de ça, que vous dire de plus? C'est un excellent écran pour les jeux que j'ai cités juste avant. Apex, Rainbow Six Siege, Fortnite, Counter-Strike, Valorant, tous les jeux, vous avez besoin, ça aille vite. Le temps de réponse est aussi l'un des plus faibles de toute cette sélection, avec 0,3 millisecondes. Alors, on est très loin des écrans à 0,03 millisecondes de l'OLED, mais il est aussi beaucoup moins cher, c'est intéressant. L'Asus avait également du 0,3 millisecondes, mais attention, là je vous pars sur une petite astuce, les constructeurs aiment bien des fois donner du 1 milliseconde, 0,3, 0,5, alors que dans la réalité, il y en a 4, 5, voire des fois 8 millisecondes, parce que c'est justement le temps que va mettre un pixel pour changer, et ils mettent toujours ça dans des valeurs qui les arrangent, des valeurs un peu laboratoires, genre vous allez passer du gris au gris, et quand vous allez passer du noir au blanc, il va pas mettre 0,3 millisecondes, il va mettre un peu plus de temps. Donc plus la valeur est faible là, plus c'est intéressant, et donc l'astuce que je peux vous donner, si vous avez envie que ce soit le plus réactif et le plus performant possible, n'hésitez pas à déboucher un petit peu les noirs. Dans les menus de votre écran, vous avez soit un bouton, un petit menu qui vous permet d'avoir des noirs un petit peu moins noirs, justement, de rehausser un petit peu les contrastes, ou du moins de les adoucir. Je vais pas y arriver, mais c'est que je cherche sur ROG comment ça s'appelait, mais je ne sais plus. Vous savez, des fois vous avez des presets genre paysage, FPS, course, etc. Le FPS est souvent très moche parce que justement les noirs deviennent un peu gris, je vous recommande pas forcément de le mettre, mais c'est ce qui permet d'avoir cette réactivité encore un peu supérieure sur le temps de réponse. Pas besoin d'en aller jusque là, modifiez juste le contraste, atténuez-le un tout petit peu pour que les noirs deviennent un tout petit peu plus gris foncé, et vous allez gagner en réactivité. Pour le coup, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un espace commentaire sous cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, justement, mettez un petit message avant de partir, c'est hyper appréciable. Ça permet aussi de montrer à YouTube que le contenu en français, ça peut être aussi super intéressant. Il y a mon Discord, là aussi en lien dans la description. Si vous avez un besoin particulier, j'ai un petit formulaire qui est dispo et qui est dispo H24, 7 sur 7. Je réponds en général dans les 3-4 heures à chacun de mes abonnés. Donc n'hésitez pas. Et je pense qu'on a fait le tour, donc pas besoin que cette vidéo dure plus longtemps. Je vous remercie d'être resté jusque là.
N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos de la chaîne si vous avez envie de gagner un petit peu encore en connaissance sur le domaine des écrans, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.